Ma première rencontre avec Claude François, ça n'a pas été vraiment un énorme souvenir et c'était pas une très belle rencontre finalement. C'était à l'Ancienne Belgique. L'Ancienne Belgique, c'était un music hall où tous les artistes français passaient, quelquefois testaient d'ailleurs leur spectacle avant de faire l'Olympia. C'était un music hall dans la tradition des music halls où les gens consommaient de la bière, du café, mangeaient quelquefois aussi. C'était très enfumé, c'était vraiment un music hall. Et ça se passait rue des Pierres à Bruxelles. J'avais voulu faire une interview de Claude pour Tintin. J'étais très très jeune journaliste au journal Tintin. Déjà quand je me présentais, bonjour André Torrent, journaliste. Ah oui, Tintin. Ah, Tintin. Le journal des jeunes de 7 à 77 ans, ça faisait plutôt sourire. Mais bon, c'était mes débuts dans la presse quand même. Et je tenais vraiment à avoir des scoops, des interviews très personnelles, tout ça. Donc je voulais avoir une interview de Claude François. Mais Claude était hyper débordé, hyper surbooké déjà. Et en fait, on m'a donné l'occasion de faire l'interview de Claude seulement pendant qu'il dédicaçait, assiégé par une meute de fans, dans le vestiaire à droite de l'entrée de l'Ancienne Belgique. Autant dire que quand je me suis approché de Claude, en sortant mon petit micro, mon petit magnétophone déjà, en disant à Claude, je pose la première question, il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» Il m'a fusillé du regard en disant « Vous voulez pas que je vous fasse un steak par la même occasion ?» Ça s'est arrêté là. Ça, c'était ma première rencontre avec Claude. Elle était très courte et finalement, l'interview, je l'ai faite avec Lederman, qui l'accompagnait en tournée et qui était son producteur à l'époque. Donc l'interview était finalement bonne, mais par personne interposée, et je n'ai pas eu l'interview de Claude. Quelques années plus tard, on s'est retrouvés à Radio Monte-Carlo, pas à Monte-Carlo, à Nice en fait, après un spectacle au théâtre de Verdure. Spectacle formidable, évidemment, comme souvent en tournée, c'est assez délirant. Et là, j'ai pu dîner avec Claude. Claude m'a invité. J'étais accompagné par une jeune fille, mannequin en Belgique, Odette, qui allait d'ailleurs devenir fiancée de Claude, de l'espace de vacances au sport d'hiver et d'une couverture de Mademoiselle Âge tendre. Et là, ça a été vraiment la rencontre, parce que Claude, après le spectacle, et après une période de décompression qui durait quand même 1 heure, 2 heures et quelquefois plus, était tout à fait détendu pour dîner. On a dîné à une terrasse. On n'était pas tellement assiégés par les fans, qui restaient à distance relativement respectueuse. Et on a dîné, et là, quand Claude est détendu, quand Claude a envie d'être gentil, de faire la conquête de la personne qui est en face de lui, c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Et là, j'ai rencontré l'homme derrière l'idole. Claude avait des anecdotes sur un certain nombre de choses. Et puis, en se laissant un petit peu aller, il parlait de son enfance, il parlait de son arrivée à Monte-Carlo. Et là, il y avait une vraie fragilité et quelque chose qui donnait vraiment envie de devenir son ami. Quand Claude apparaît dans une émission de télé ou une émission de radio, c'est tout le paysage autour qui changeait. C'est-à-dire que rien n'était semblable, parce que Claude apportait une folie, une dimension totalement différente. Il faut savoir que chaque fois que Claude faisait une émission de radio en public, que ce soit avec moi ou que ce soit avec Michel Drucker, il y avait des fans qui campaient devant la porte du 22 rue Bayard, devant l'entrée de RTL, dès la veille, et quelquefois même dès l'avant-veille. Alors c'était un groupe de 4-5 personnes, puis de 10, puis de 12, puis finalement il y avait une centaine de personnes qui passaient la nuit sur le trottoir pour rentrer dans ce grand studio qui n'a de grand que son nom, parce que quand on parle du grand studio de RTL, en fait c'est un tout petit studio, il n'y a pas plus d'une centaine de personnes qui peut y entrer. Et puis les fans ne voulaient pas être au balcon, les fans voulaient vraiment être là pour toucher Claude, pour l'agripper. D'ailleurs Claude avait une grande technique quand il quittait ses bureaux. Il partait en voiture, il ouvrait ou il entrouvrait la fenêtre, il laissait nonchalamment sa main à la portière, et les fans évidemment s'agrippaient, et puis quand il en avait un peu marre, et quand il pensait que ça suffisait, il accélérait, et là bien sûr il semait tout le monde. Mais il y a une chose assez curieuse d'ailleurs dans le rapport entre Claude et ses fans, c'est que finalement il y a toujours une fan qui était plus au courant que les autres, il y avait une hiérarchie dans les fans, et il y a toujours une ou deux qui connaissaient le planning du lendemain. Et quelquefois même, quand Claude était un peu perdu, il s'adressait à l'une de ses fans, il disait « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Mais la fille avait la réponse. Elle avait le planning, elle. Dans les années 70, on a fait des sorties de l'antenne, ce qu'on appelait les bulles RTL. C'était un grand moment de radio parce que toute l'antenne, pendant une semaine, était délocalisée dans une grande ville de province. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui, alors qu'il y a des FM, alors qu'on ne peut pas déplacer un artiste. Et puis, de toute façon, il n'y a pas aujourd'hui d'artistes qui pourraient fédérer tous les publics, c'est-à-dire des jeunes, des moins jeunes. Bon, Claude était un de ces rares artistes à fédérer des publics déjà, des jeunes, des moins jeunes, des familles, des enfants. Quand Claude arrivait dans une bulle RTL, c'était une arrivée extraordinaire. C'est-à-dire que la voiture était entourée, le public, on ne savait pas trop où le mettre. Et évidemment, la difficulté des bulles, c'était plutôt, et c'est ce dont je me souviens le plus, les sorties des bulles. Parce que c'est pas tout de faire l'émission, c'est après la sortie. Et pour avoir été le chauffeur de Claude à la dernière bulle à Lyon, le sigle Mercedes de la voiture était emporté par les fans, l'antenne de radio cassée, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à l'aéroport. Et finalement, après cette espèce de course-poursuite avec les fans,
Et bien là encore, Claude décompressait et arrivait à l'aéroport alors qu'il aurait pu prendre le TGV. Eh bien non, Claude s'y retrouvait, son avion privé l'attendait. Finalement, il n'y avait plus d'urgence, pas vraiment envie de rentrer tout de suite à Paris. On est allés déjeuner tous ensemble au restaurant de l'aéroport. Et je crois que Claude n'a pris l'avion que vers 4 heures l'après-midi. En fait, finalement, il aurait pu rentrer en voiture ou rentrer en train, non. Mais ça, c'était Claude. C'est à la fois, c'était une dimension tout à fait exceptionnelle et unique pour l'époque. D'ailleurs, Claude a toujours été un précurseur. Dans les années 70, en tout cas, il avait largement 20 ans d'avance. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui encore, Claude est resté ce qu'il est, une star. Et il avait une qualité aussi tout à fait formidable, c'est celle du partage. Quand Claude venait d'apprendre quelque chose, il n'avait de cesse de vous transmettre ce qu'il venait d'apprendre. Et alors ça allait de l'art de manger des huîtres à la façon de soigner ses cheveux. À un moment, Claude ne voulait absolument plus entendre parler de shampoing, d'eau sur les cheveux. Non, il fallait absolument se brosser régulièrement les cheveux comme lui avec de la poudre de lycopode. Et personne n'osait lui dire que c'était épouvantable, la poudre de lycopode, parce que c'était une espèce de poudre jaunâtre. Mais il avait trouvé un endroit chez Marquino, et il fallait absolument aller chez Marquino, parce que c'est là qu'on soignait le mieux les cheveux. Et il avait un exemple. Après tout, il faut aller chez Marquino, puisque le président de la République va chez Marquino. Seulement, à réflexion faite, on se disait, c'est bizarre quand même, parce que le président de la République, c'est Valéry Giscard d'Estaing, et au point de vue cheveux, c'est quand même pas Samson. Mais ça, c'était Claude, plein à la fois de contradictions, d'envie, C'était un personnage hors du commun. C'est pour ça que même plein d'années après, on a envie d'en parler. Et quand vous rencontrez des collaborateurs de Claude, il y a marqué, même les collaborateurs qui n'ont travaillé que quelques mois, quelques semaines pour Claude, eh bien, 20 ans, 30 ans après, ils en parlent presque comme si c'était hier. Et ça, c'est quand même le signe d'une très très forte personnalité, car vraiment Claude avait peut-être d'immenses défauts, mais il avait au moins les qualités à la démesure de ses défauts. C'est formidable que Claude ait accepté d'être témoin à notre mariage, c'était le 30 octobre 1974, mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est le cadeau que Claude nous a fait ce jour-là, parce que c'est pas un cadeau qu'aucune carte de crédit ne peut permettre. Claude a enregistré sur ce qui était numéro 1 au hit parade de RTL à l'époque, le téléphone pleure, il a enregistré une version tout à fait particulière pour notre mariage. C'est un témoin. Si c'est Nicole ou c'est... André, dans quelques heures, tu ne seras plus seul. Elle te dira, ramène du pain, du beurre et puis des fleurs. André, dans quelques heures, tu ne seras plus seul. Régine marchera auprès de toi. Oui, j'étais très émue lorsque j'ai entendu cette chanson pour la première fois. Évidemment, je n'étais pas du tout au courant. C'était la veille de notre mariage. Et puis, il y avait une petite anecdote aussi pour commencer la soirée. C'est totalement indépendant, mais nous dînions juste en face de RTL. Et le directeur du restaurant dit à André « Oh, tu te maries demain ? Mais je croyais que tu allais épouser la jolie petite blonde. » Alors, j'avais entendu, j'ai dit, mais je suis la jolie petite blonde. Mais en fait, il y avait eu une erreur en passant chez le coiffeur et j'étais devenue brune et j'étais brune lors du mariage. Et puis, donc, nous avons dîné et ensuite, j'accompagnais mes parents à l'hôtel la veille du mariage et nous écoutions le hit parade. Et j'entends cette chanson. J'ai été obligée d'arrêter la voiture. J'étais très, très, très émue lorsque j'ai entendu la chanson. Je me suis mise à pleurer. Mes parents étaient dans la voiture aussi avec moi et c'était un moment très émouvant. Et d'ailleurs, tu vas prendre la parole parce que je vais à nouveau avoir des larmes. Claude a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour que le moulin de Danois soit l'endroit le plus extraordinaire. Ça, c'était le côté Gatsby magnifique de Claude, parce qu'en fait, il ne jouissait de ce moulin qu'à travers le regard de ses invités. C'est-à-dire qu'il voulait que tout soit parfait. D'ailleurs, je soupçonne d'avoir été dans le jardin quelques heures avant l'arrivée des invités pour voir si toutes les plantes étaient parfaitement en place, si les signes allaient bien passer au bon moment, si la piscine était à température. Bon, les week-ends au moulin, c'était forcément quelque chose de tout à fait extraordinaire pour ses invités. Claude, il pensait beaucoup à ses invités, mais aussi, il comptait sur ceux qui avaient un peu plus l'habitude de passer le week-end avec lui au moulin pour s'occuper des nouveaux arrivants, pour qu'ils soient à l'aise. Mais comment ne pas être à l'aise quand on a un traitement qui est celui d'un relais château ? Et Claude, en revanche, Claude avait quand même envie que ses invités acceptent un peu sa manière de voir les choses. C'est-à-dire que, par exemple, au petit déjeuner, le verre de jus d'orange, non.
Il fallait prendre un verre de jus de carotte. Et ça, c'était beaucoup plus difficile. Donc, quand on aime, je suis d'accord, c'est excellent pour la peau. Il avait une mine superbe, toujours. Il avait ce teint carotte. Moi, j'étais plutôt blanche, mais franchement, le jus de carotte le matin, c'était quand même quelque chose de difficile. Je faisais pour lui faire plaisir, mais après, il me fallait beaucoup d'eau quand même. Et Claude avait installé dans le moulin de Danemois un sauna. Et alors, il avait comme un plaisir un peu pervers à inviter ses amis à le rejoindre dans le sauna. Par exemple, Daniel Gilbert. Mais c'est vrai qu'il se vengeait un petit peu des midi premières et des réalisations qui ne lui plaisaient pas toujours. Alors Daniel Gilbert, comme Ève, dans le sauna, et en plus flagellé par Claude, parce qu'il avait en plus les buissons qui servent à faire circuler le sang. Il adorait faire ça. Il battait un petit peu Daniel Gilbert, comme ça, par la même occasion. Et il avait une habitude aussi dans le sauna, Claude, c'est non pas de mettre de l'eau sur les pierres, mais de mettre de la bière, et qui plus est de la bière belge. Alors ça, d'une certaine façon, ça me faisait plaisir. Je n'ai jamais assisté à ces séances. Moi, j'étais au bord de la piscine avec mes copines. Je ne sais pas ce qui se passait dans le sauna. On me l'a raconté, c'est peut-être une version édulcorée, que voulez-vous. Je n'y étais pas. Ah, le ski nautique, version Claude François, Cannes première. C'est-à-dire, j'étais extrêmement pudique et ça embêtait Claude. Il me disait, mais écoute, regarde, toutes les filles enlèvent leur soutien-gorge sur la plage, pourquoi ne le fais-tu pas? Je lui disais, mais non, je ne peux pas, ce n'est absolument pas possible, je ne peux pas faire ça. Et puis un jour, nous partons faire du bateau et je lui dis, bon, alors d'accord, là je vais accepter, si on est sur le bateau, il y a très peu de monde, on était 5 ou 6, bon d'accord, j'enlève le soutien-gorge pour lui faire plaisir. Et il me dit, c'est bien, tu grandis, un pas a été franchi. Et ensuite, il faisait descendre tout le monde dans l'eau. Ce jour-là, c'était opération ski nautique. Tout le monde essayait de faire du ski nautique. Moi aussi, je descends, donc je n'avais déjà plus le haut du maillot. Je descends, je glisse sur le riva et je ne m'aperçois pas du tout que le bas du maillot est resté accroché sur le riva parce que j'étais quand même un petit peu inquiète. C'était ma première expérience à ski nautique. Je descends dans l'eau, donc tout le monde déjà commençait à rigoler. Je disais, mais je comprends pas ce qui est drôle parce que je ne suis pas encore tombée puisque je n'ai pas encore commencé. Donc je tiens bien les poignets et j'arrive à monter tout de suite sur les skis nautiques. La première séance a été réussie. Donc j'étais folle de joie et tout le monde continuait à rire sur le bateau. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais fière sur mes skis nautiques devant la baie de Cannes en train de faire du ski nautique complètement nu. C'était terrible après, j'ai eu du mal à m'en remettre parce que c'est vrai que je n'aimais pas du tout ça. Bon, ça m'a passé. Quand je repense au moulin, je pense au merveilleux aquarium que Claude avait fait réaliser. En plus, il avait une épaisseur de vitre tout à fait extraordinaire. C'était un modèle unique parce qu'il y avait tellement de litres d'eau qu'il fallait vraiment tout inventer. Enfin, c'était vraiment un modèle exclusif. C'était une première d'avoir un aquarium aussi grand. Et en fait, tout s'est bien passé. C'est-à-dire que les poissons étaient des poissons exotiques, l'eau devait être à température, tout c'était très très bien. Sauf qu'un jour, Claude a eu l'idée que ce serait très bien d'avoir dans cet aquarium un tout petit requin, mais un bébé requin, un mini requin. Sauf que le mini requin, il a bouffé tous les autres poissons. Et ça lui a pas fait plaisir. Le 11 mars 1978, c'était un samedi. La veille, Marité m'avait téléphoné. Marité, c'était l'attachée de presse de Claude, pour me dire, André, tu peux commencer l'émission Super Jukebox sur RTL Télévision avec Alexandrie Alexandra. Le titre était sous embargo. Qu'est-ce que ça veut dire sous embargo? C'est comme pour les infos, c'est-à-dire que Claude était venu quelques mois plus tôt à la Villa Louvigny, il avait enregistré 3 titres, il avait enregistré Alexandrie Alexandra, il avait enregistré Sony Régnat de Sofar, et il avait enregistré Magnolia Forever. Bien sûr, quand on a la chance d'avoir dans la boîte 3 titres aussi exceptionnels, 3 chansons aussi merveilleuses, bien sûr, on ne va pas les diffuser le même jour. Et en accord avec Claude, et en fonction des sorties de 45 tours, on avait décidé de sortir les chansons au fur et à mesure. Et la dernière qui nous restait, c'était Alexandrie Alexandra, et on devait commencer donc ce fameux samedi 11 mars, 16h30, le Super Jukebox avec cette chanson. Seulement une heure avant l'émission, j'ai senti qu'il y avait un changement dans le relationnel avec l'équipe. Plus personne ne me parlait, je me retrouvais complètement isolé. Jusqu'au moment où quelqu'un est arrivé vers moi, les yeux baissés, et après avoir respiré un grand coup, me dit, on ne sait pas comment te le dire, mais Claude François est mort. Évidemment, là, j'ai rejeté complètement cette idée en me disant, qu'est-ce que c'est que cette stupidité encore? Qui a sorti ça? Quel est ce faux bruit? On dit, non, Philippe Labro l'a annoncé sur RTL. Bon, appelez-moi Philippe Labro. Une autorité, évidemment. Philippe Labro, dans ces cas-là, me prend au téléphone très vite, me lit la dépêche de l'AFP.
Et là, bien sûr, c'est fini, on ne peut plus nier l'information. Et en même temps, il faut retrouver ses réflexes professionnels, essayer de ravaler tout ce qui remonte déjà à ce moment-là à la surface, tout ce à quoi on n'a pas encore envie de penser. Et il faut penser à l'émission. Bien sûr, je n'avais pas envie de prendre des gens au téléphone, donc on a consacré toute l'émission, 1h30, à Claude François. On a passé que des chansons de Claude François. Et c'est comme ça que RTL Télévision a été la première chaîne de télévision à rendre hommage à Claude. Comme d'habitude, c'est ma chanson préférée. C'est ma chanson préférée parce que déjà, c'est quand on a connu un peu plus Claude, bon, on sait pour qui il a eu envie de chanter cette chanson, pour France Gall. Et puis, cette chanson est tout à fait emblématique de l'écriture des chansons de Claude, c'est-à-dire une écriture très factuelle. Je me lève et je m'aperçois, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid. Des phrases tout à fait banales à la fois, mais tout à coup, il y a une ambiance, il y a une écriture. Le chanteur malheureux, toutes les chansons de Claude sont écrites à peu près sur le même principe. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Mais tout le monde a pensé ça un jour, après avoir connu un week-end de pluie, où on ne peut pas sortir, et puis le lundi, il faut aller bosser, et là, oui, il fait beau. Et bon, c'est ça, Claude. Mais comme d'habitude, j'ai une tendresse particulière pour cette chanson, d'abord dans l'écriture de son écriture en français, et puis ce qu'elle est devenue également. Et en fait, je vais vous dire quel est mon rêve vraiment. C'est qu'un jour, quelqu'un rechante, comme d'habitude, avec la transposition en français des paroles de Paul Anka. Parce que My Way et le rideau final, c'est toute l'histoire d'une vie. C'était Claude dans mon living qui sautait comme un cabri et qui était en train de faire la mise en scène prochaine de Belle, 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 qui m'est revenue comme si c'était l'image la plus précieuse, la plus chère à mon cœur.